Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission. On est très heureux de vous recevoir dans cette heure de Bachelot. Vous savez que cette émission, c'est la vôtre. Je rappelle nos coordonnées pour que vous puissiez intervenir en direct avec nos chroniqueurs et nos invités. 01 41 40 10 20, 4 26 26. Et puis le hashtag LHDB pour nous envoyer éventuellement un tweet et que je puisse vous retrouver sur ces sujets tout à fait passionnants et qui vous sont décrits par Vincent Lameau. C'est le sommaire. Au sommaire de l'heure de Bachelot, la colère des retraités. Ils manifestent aujourd'hui pour plus de pouvoir d'achat. Pourtant, le Conseil d'orientation des retraites vient de l'affirmer, leur niveau de vie est supérieur au reste de la population. Y a-t-il des raisons de se plaindre ? On a véritablement besoin d'avoir une mesure de justice sociale pour tout le monde, pour tous les retraités. Le président a sûrement le sourire. Selon les prévisions du gouvernement, le chômage va lentement baisser, moins 0,5 points fin 2020. Malgré une croissance plus faible, Emmanuel Macron gagne-t-il la partie sur le marché de l'emploi ? Et enfin, ce sondage pour LCI. 48% des Français sont contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Tout comme l'opposition qui mène à l'heure du vote à l'Assemblée nationale de la loi Pacte, une bataille politique. C'est un front commun qui se réunit pour dire non à la privatisation d'ADP. Et voilà, pour discuter de tous ces sujets, il y a Benjamin Hamar qui est là absolument frétillant. Il se réjouit de tous les sujets. Je sens qu'il a sorti sa lance. Benjamin Hamar, responsable de la politique revendicative à la CGT Val-de-Marne, comme d'habitude. Corinne Lepage, bonjour. Heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Ancienne ministre, présidente de CAP 21, le Rassemblement citoyen, c'est bien cela ? C'est ça. Émilie Zapalski. Bonjour, spécialiste en communication politique. Alexandre Malafaille, bonjour, président fondateur du think tank Sinopia. Think tank, quel mot anglais. Alors je me suis fait un petit plaisir parce qu'une étude est parue il y a quelques heures disant que les Français sont nuls en anglais. Seuls 29% des 14-16 ans atteignent le niveau attendu. J'ai ce qu'on appelle chez nous une DLS. Voilà, 75% des élèves français n'arrivent pas à bien se faire comprendre en anglais à la fin du collège. Et quand on entend le président Emmanuel Macron à la sortie du Conseil européen, dont on dit qu'il parle très bien l'anglais, bon, à voir. We delivered the best possible compromise. First, because it was the one to preserve the unity of the 27. Second, because we addressed the request from the UK to get more time to deliver a deal on the basis of the withdrawal agreement negotiated a few months ago. And third, because thanks to this agreement, we fixed the deal and all the consequences before the 1st of November, which will be the arrival of the new commission. So for me, this is a good solution. Le Mans, il a plus pris des leçons chez Maurice Chevalier que chez Shakespeare. Mais enfin bon, je dis ça. Alors, Benjamin... Ou alors il a laissé parler le Hollande qui est en lui, parce qu'on repère quand même un accent shakespearien façon Hollande. Mais ça reste toujours meilleur que ce que disait Nicolas Sarkozy. Vous vous souvenez, The time is good. Pour dire que la météo était bonne. Corinne Lepage. Oui, si les enfants parlent pas bien, je dirais quelque part, c'est pas de leur faute, c'est qu'on a une défaillance dans notre enseignement. Oui, c'est ça, voilà. C'est tout. Faut et pas leur en vouloir à eux. Quelle nature? On commence trop tard. Écoutez, de ce que je sais, de ce que je vois, en tout cas dans les petites classes, puisque maintenant on fait de l'anglais, on demande à des instituteurs qui n'ont aucune formation particulière en anglais, et dont certains parlent beaucoup plus mal que notre président de la République, de faire les cours en anglais, ça peut pas fonctionner. Ensuite, si vous avez 30 gosses pour apprendre une langue, ça peut pas fonctionner non plus. Donc voilà, je pense que on a affirmé le principe, mais ça on est très fort nous en France pour affirmer des principes, vous le savez aussi bien que moi, de dire qu'il fallait que nos enfants dès les plus petites classes apprennent l'anglais, mais on n'a pas mis les moyens pour le faire, donc ça marche pas. Et dans la réforme Blanquer, c'est pareil, il n'y a pas de moyens. Non mais alors attendez, en discussion il y a aussi un certain nombre de phoniatres qui disent que l'éducation à la langue française, la façon dont se positionnent les masses musculaires font
donc on a beaucoup plus de mal que d'autres langues à apprendre une langue étrangère. Il y a des données dont on ne parle pas souvent. Émilie Moi, je pense Zapalski. que la clé, c'est en effet de commencer le plus tôt possible. On voit qu'en CP, on a l'oreille quand même. Quand on est petit, on a l'oreille. Donc dès qu'on instaure ça, mais même en chanson, moi, je suis pas sûre que ça soit forcément très structuré. Et à 30, c'est faisable. Si on le fait même en chanson ou quoi, c'est vraiment de la musicalité, quoi. Je pense que c'est ça qu'il faut intégrer. Et puis après, oser. Voilà, on a un président là qui est peut-être un peu fatigué, qui a un accent un peu en effet particulier, mais c'est aussi oser le faire. Et comme ça décomplexe. Et au bout d'un moment, on a aussi peut-être plus de mal dans l'enseignement traditionnel français à privilégier l'oral par rapport à l'écrit, parce que les petits Français sont très bons en langue à l'écrite. Et ils sont là, il n'y a pas de problème. Après, il y a un peu un complexe de voilà, on a un complexe. Alexandre Malafaille. On n'en a sans doute pas fait une priorité au vrai sens du terme sur un plan éducatif, considérant que peut-être finalement c'était pas aussi important que ça, et peut-être que sur l'oral, en fait, en plus, il y a ce système éducatif où on a toujours la peur de l'échec. Donc c'est difficile de se lancer parce que la sanction tombe assez vite quand on monte sur scène. Voilà, on ne vous récupère pas avec bienveillance, et donc tout ça peut contribuer au fait que 1, c'est pas un objectif, 2, on n'est pas très bienveillant, donc ça stérilise peut-être la prise de parole. Et on est peut-être un petit peu orgueilleux, la France, c'est ça. La langue internationale, l'anglais, bon, voilà. Enfin, en tout cas, là, il y a un vrai sujet, parce que parler anglais est quand même un atout tout à fait important pour trouver un boulot maintenant. Alors, bon, premier vrai sujet, parce que c'était pas un sujet de débat, cette question de l'anglais. Premier sujet, le niveau de vie des retraités. Et on écoute les retraités qui vont manifester cet après-midi dans différentes villes de France. Et on écoute leurs revendications. C'est trop facile. On ne demande pas de baisser les impôts. On ne veut pas de cette augmentation de la CSG. On a véritablement besoin d'avoir une mesure de justice sociale pour tout le monde, pour tous les retraités. Et c'est y compris normal, quand on a été cadre, quand on est un couple d'instituteurs, de pouvoir continuer à vivre décemment sur le train de vie qui était le sien avant d'avoir accédé à la retraite. Il y aurait ceux qui auraient droit à une revalorisation et ceux qui en seraient écartés. Donc ce qui fait, à terme, créer une division, y compris au sein des retraités, en faisant considérer que ceux qui gagnent plus de 1200, 2000, j'en sais rien, euros, seraient en quelque sorte riches, ce qui n'est évidemment pas le cas. Bon, petit tour de table. Alexandre Malafaille. Alors, les retraités, ils ont raison de se plaindre, ils ont raison de manifester. Écoutez, ils expriment quelque chose qui est très important, c'est que les retraités, on leur demande des efforts. C'est vrai, ça a été la promesse électorale du candidat Emmanuel Macron, et élu, il l'a mise en œuvre. Sauf qu'à un moment donné, je pense qu'ils ont perdu la compréhension du sens de l'effort. Pourquoi on leur demande cet effort ? Et ça, c'est un vrai sujet, parce que ça nous concerne tous. On peut être amené à faire des efforts, on peut amener à consentir de lâcher du lest, on peut amener à consentir de partager différemment, de rendre un peu de pouvoir d'achat, pourquoi pas, si on comprend le pourquoi on le fait. Alors ça, c'est un premier point. Je pense que cette compréhension-là, elle est passée, si je puis dire, à la trappe depuis un moment, parce que la politique générale menée par le président de la République et son gouvernement n'est pas toujours aussi claire qu'il aurait fallu. Et donc ça, c'est un vrai sujet de pédagogie, de compréhension et donc d'adhésion, de capacité à fabriquer de la décision acceptée. Le deuxième sujet, c'est que je pense qu'on ne se met pas assez à la place des personnes qui sont retraitées et dont la situation devient figée. C'est-à-dire que quand vous êtes retraité... Il n'y a pas d'espoir d'évolution, c'est ça, contrairement à un actif. L'histoire devient immobile sur une pente lente qui est celui de prendre de l'âge et de devenir de plus en plus dépendant. Oui, tout ça va mal finir. Et donc tout ça est forcément très angoissant. Oui, à la fin, oui, c'est ça. À long terme, comme dirait l'autre, nous sommes tous morts. Hein. Voilà. Mais bon, en attendant, il faut vivre le chemin qui va avec. Et c'est vrai que quand vous êtes une personne âgée, quand vous avez un revenu qui est ce qu'il est, et qu'on vous l'ampute, alors que vous savez très bien qu'à terme, vous êtes face à des difficultés de plus en plus importantes à gérer, liées à votre dépendance, liées en fait au prix de la dépendance, et puis aussi peut-être au fait que vous avez envie de garder un capital pour transmettre à vos enfants, et que ça, on vous l'ampute aussi parce que votre train de vie est de plus en plus rogné, forcément, ça vous rend revendicatif, je te le redis, si vous ne comprenez pas le pourquoi on vous mobilise. Parce que quand même, globalement, et les études, on y reviendra dans un instant, les études du Conseil d'orientation des retraites montrent que quand même, la situation des retraités, alors je déteste le terme de privilège, il ne s'agit pas de parler de privilège, et évidemment, il y a beaucoup de petites retraites, et vivre avec
2000 € par mois, ce qui est un peu plus, enfin, qu'est la moyenne des retraités, c'est pas vivre comme un abat. Bien entendu, on va évacuer les faux débats. Mais quand même, la situation des retraités, Benjamin Amar, elle est plus enviable que celle des actifs. Il suffit de regarder le taux de pauvreté chez les retraités, qui est à peu près 2 fois moindre que chez les actifs. Alors, excusez-moi la formule, mais au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire... Et puis d'abord, faut quand même mettre sur la table qu'on parle d'une situation après une vie de travail. Donc, c'est encore, j'ai envie de dire, encore heureux qu'après une vie de travail, globalement parlant, on s'en sorte un petit peu mieux qu'au début. Mais enfin, il faut rappeler des chiffres. Moi, je pense qu'il y a un chiffre qu'il faut mettre en place avant tout débat de ce type sur les retraites. Il y a 50% des retraités qui ont une pension inférieure à 1 200 €. Oui, non, 7 millions. C'est-à-dire que quand on entend, même si on le dit avec des précautions oratoires, sous-entendre que, effectivement, les retraités s'en sortent mieux que la moyenne de la population, on peut le dire, mais dans ces cas-là, il faut le dire immédiatement, qu'un retraité sur 2 touche une pension inférieure à 1 200 €. Ça concerne 7 millions de personnes. Et donc, fatalement, vous parliez d'efforts, mais vous savez, pour qu'il y ait une décision acceptée, c'est pareil, si vous vous adressez à un groupe, la Nation France, et vous lui dites, voilà, il faut faire des efforts, tout le monde va se regarder pour voir à quel niveau on fait des efforts. Quand vous demandez aux retraités, avec le niveau de retraite que je viens d'évoquer, des efforts et des déclarations extrêmement désagréables, insupportables, du gouvernement il y a quelques mois parlant de retraités privilégiés pour des gens qui touchaient des pensions de retraite de 1 400 €. Et qu'à côté de ça, vous avez également un discours, il y a des efforts que vous ne demandez jamais à une certaine catégorie de population, là, ça pose problème. Quels sont les efforts qui ont été demandés au patronat français? Quels sont-ils? Il y a une mesure, le bonus-malus pour la taxation des contrats courts. Ça fait 18 mois que le gouvernement nous en parle. C'est l'Arlésienne. Quand il s'agit de demander des efforts à certains, il n'y a plus personne. Donc, fatalement, les retraités, vu leur situation, ils sont vent debout. Et j'ai mes camarades de la CGT qui seront également dans la rue aujourd'hui, ils ont bien raison. Mais alors, on voit que effectivement, les études du corps, on peut peut-être d'ailleurs regarder un certain nombre de chiffres si on les a. Voilà. Dans cette période de la crise 2008-2015, il y a eu un glissement des revenus pour les retraités de 0,5%, alors qu'il a été de 2,3% sur l'ensemble de la population. Donc il y a eu quand même un amortissement de baisse des revenus suite à la crise qui a été moins fort pour les retraités, Corinne Lepage. Oui, mais quand vous dites l'ensemble de la population, je suis un peu dans la suite de ce qui vient d'être dit, vous mettez dans l'ensemble de la population des gens qui sont au chômage, malheureusement, qui ne travaillent pas, qui ont des minima sociaux. Bon, là, on parle d'une catégorie particulière de personnes âgées. C'est des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé toute leur vie, avec un système de répartition qui fait que c'est leur salaire qui a payé la retraite de leurs parents et de leurs grands-parents, si tant est qu'à l'époque, il y avait les grands-parents encore en vie. Bon. Maintenant, il y a même les arrière-grands-parents. Et aujourd'hui, c'est ça qui est remis en cause. Donc c'est quand même, sur le plan des principes, pas très juste. Deuxièmement, il y a quand même un problème de génération. Moi, j'ai dit à de nombreuses reprises que je trouvais pas normal la manière dont nos générations se comportaient vis-à-vis des jeunes, sur toute une série de sujets. D'accord, ok. Mais enfin, c'est pas une raison pour avoir une forme de revanche et de considérer, une forme de revanche, parce que c'est une nouvelle génération qui est aux manettes, très bien, c'est normal, c'est la vie, mais c'est pas une raison pour avoir une forme de comportement, je dirais, non pas revanchard, le mot est beaucoup trop fort, mais disons de moindre prise en considération des aînés. C'est quand même eux qui ont fait ce qui est de la France d'aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, donc je trouve que c'est pas bien d'opposer comme ça, de faire de la bagarre intergénérationnelle. Je trouve pas ça du tout. Je pense qu'une société, elle fonctionne quand elle est capable de lier l'expérience et la jeunesse et l'innovation qui va avec la jeunesse. C'est pas bien, et je pense que c'est pas bien dans tous les sens du terme. Et ça permet pas une société parlons même pas d'harmonie, mais disons d'une société capable de vivre ensemble, de travailler ensemble et de donner un sens au futur. Parce qu'on a besoin des vieux. Pas de racines, ça veut dire pas d'avenir. Hein. Il faut Corinne quand même Lepage, il faut quand même aussi admettre que le système des retraites, c'est un système de solidarité.
solidarité intergénérationnelle et que, vous l'avez très justement répété, nous avons payé les retraites de nos parents et ça c'est tout à fait vrai. On n'a pas payé pour sa retraite. D'autant que les chiffres sont quand même très intéressants parce que le retraité de 70 ans, quand il avait 40 ans, son taux de retraite et son taux de cotisation était de 8,50%. L'homme ou la femme d'ailleurs de 40 ans qui paie la retraite de ses parents et de ses grands-parents, il a un taux de prélèvement de 17,75%. Donc il faut bien comprendre que les retraités actuels n'ont pas payé leur retraite. Ça, c'est quelque chose il faut bien comprendre. Et ça devient effectivement de plus en plus lourd pour les actifs, avec l'allongement de la durée de la vie et un certain nombre d'autres phénomènes. Le fait de la rentrée plus tardive sur le marché du travail. Émilie Zapalski. Moi, je pense qu'il y a quand même... C'est un signal... Moi, j'ai l'impression que c'est un signal assez fort ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'on a en effet un système de répartition, enfin de retraite par répartition, qui fonctionne bien. Et là, tout d'un coup, on voit que le niveau de vie commence un petit peu à décrocher. Et si on regarde nos voisins en Allemagne, juste comme ça, qu'on présente souvent comme un exemple, il y a quand même une situation très compliquée, beaucoup plus compliquée que la nôtre. Ah oui, ils n'ont pas d'enfants. Alors. Voilà, les retraités... Avec un taux de fécondité 1,3. Voilà, les retraités, ils partent avec, je ne sais pas, 49% de leur salaire. Ils sont obligés d'aller passer leur retraite ailleurs. Il y a pratiquement qu'en France que les revenus des retraités sont supérieurs aux actifs. Oui, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est une exception française qui est importante à garder. C'est pour ça que je parle de mauvais signal, parce que j'ai l'impression que si on touche à ça, il faut faire très attention, parce que la situation en Allemagne, elle a changé quand Schröder a fait ses réformes en 2000 pour garder justement ce système par répartition. Donc ça veut dire, attention, si on touche à ça, et on est en plein dedans, puisqu'on est dans la vision de la réforme des retraites, est-ce que c'est pour avoir des retraités qui gagneraient moins? Donc pour moi, c'est une alerte quand même très forte. Quoi. On va entendre Béatrice de Seine-Maritime. Béatrice, vous êtes retraitée. Bonjour d'abord. Bonjour Béatrice. Alors premièrement, bonjour tout le monde. Bonjour madame. Alors, voilà, alors effectivement, je suis retraitée de Seine-Maritime. Donc moi j'appelle, parce qu'en fait, je trouve ça me fait un peu bondir là tout ce que j'entends. Les retraités vivent mieux, les retraités sont apparemment mieux on ne dit pas qu'ils vivent mieux, on n'a pas dit ça. On dit que globalement, le revenu des retraités est supérieur aux actifs, ça personne ne conteste. Alors madame, vivre avec moins de 704 € par mois, vous trouvez que c'est Exactement, correct? je suis bien d'accord avec vous madame. Parce que vous n'avez pas droit au complément au titre de l'allocation de solidarité vieillesse. Je vais vous expliquer, madame. Moi, je suis partie en retraite. J'ai 704 €. Mon mari est parti en retraite. Il a 698 €. Donc, à nous deux, ça nous fait 1400 à quelque chose près. Donc, il y a un barème. Et donc, on est au-dessus du barème. Bien sûr. Non, mais je croyais, excusez-moi, Béatrice, je pensais que vous viviez seule. Excusez-moi. Que lorsque l'on est à la retraite, madame, la caisse d'allocation familiale se base donc sur vos déclarations. Et donc là, on a perdu 137 € d'APL, sous prétexte que la joie d'être parti à la retraite, madame. Il faut savoir que les retraités n'ont pas d'aide. Moi, je n'ai plus d'aide à la mutualisation. C'est-à-dire que de 39 € que je payais, je suis passé à 139 € pour avoir... Ah oui, vous n'êtes plus à la prise en charge par l'entreprise. Voilà. Alors, on parle toujours de violence. Alors moi, je vais vous donner une forme de violence, madame. Pour moi, une forme de violence, c'est de voir une retraitée de 82 ans avec un déambulateur qui n'a pas assez pour vivre et qui est obligée d'aller faire les poubelles pour pouvoir vivre, parce qu'elle n'a pas le choix. C'est où elle va faire les poubelles et elle peut manger à peu près, espérer manger correctement, ou elle crève. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Et M. Macron, ce qu'il fait actuellement, c'est qu'il laisse crever les retraités. Parce que d'entendre dire qu'avec... J'entends toujours parler de 1002, 2000, mais on en est loin. On a 700 € par mois pour vivre. Bien sûr. Alors, Benjamin Amar veut vous parler, Béatrice. Alors, moi, je partage totalement vos propos. Et d'ailleurs, tout à l'heure, donc en plus, votre situation, elle est loin d'être marginale, puisque avec votre niveau de retraite, vous êtes effectivement dans la situation d'un retraité sur deux, puisque j'ai rappelé tout à l'heure qu'un retraité sur deux touche moins de 1200 €. Mais en plus...
Mais en plus, je rappelle que la retraite moyenne pour une femme en France, c'est 900 €. Voilà. Donc quand je disais tout à l'heure qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, on est exactement là-dedans. Et effectivement, doit-on se féliciter du fait que dans d'autres pays, la situation des retraités est encore plus dégradée. Et quel modèle de société on construit dès lors que l'on dit aux retraités « Ne vous plaignez pas parce que vous avez perdu 0,5% de votre pouvoir d'achat, mais ailleurs c'est plus de 2%. » Je pense que si le modèle, c'est systématiquement le nivellement par le bas et que finalement la tendance est d'accepter une dégradation de son niveau de vie, c'est pas possible. Les retraités, il faut effectivement renforcer leur niveau de vie. Alors, est-ce que le but... Merci Béatrice, on a bien compris ce que vous avez dit et vous avez lancé un appel à l'amélioration des retraites, mais est-ce que le but, c'est quand même pas, en fait, quand même d'égaliser un peu tout ça parce que demain, si on veut augmenter les retraites, il faut augmenter les cotisations des actifs, non? Et on peut quand même expliquer ça. Il faut l'expliquer. Ce qui est intéressant, c'est que ces débats sur les retraites et sur le montant des retraites, il n'est pas nouveau. Oui, ça fait, je reconnais. 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ça fait très longtemps également qu'on fait des projections en disant le système n'est pas viable, il a ses limites, on va avoir des problèmes de financement et donc des problèmes de pension, etc. Et moi, je me souviens de ces discussions qu'on a eues il y a plus de 20 ans et où les retraités d'aujourd'hui, qui étaient les citoyens actifs d'hier et aussi des électeurs, et collégialement, collectivement, on a tous refusé, enfin tous, moi j'aurais plutôt dit oui, mais de la fabrication des fameux fonds de pension à la française. L'épargne retraite ne représente que 4%, ce qui est le taux le plus bas des pays de l'OCDE. Parce qu'on n'a pas voulu se doter des outils qui allaient bien, ça a été un vrai choix politique, ça je finis, M. Amar, c'est un vrai choix politique de fond, et la conséquence de ça, elle est catastrophique, c'est que non seulement on n'a pas les outils qui vont bien, justement, pour venir compléter les dispositifs existants, parce qu'on a fait de manière idéologique, on a dit on garde le système par répartition, on ne touche à rien d'autre, parce que la privatisation était un mot qui faisait peur, c'était pas une privatisation, c'était un complément, et le drame, c'est qu'en fait, on a donné le pouvoir de fonds de pension aux Américains, qui aujourd'hui ont des fonds de pension colossaux. Il y en a qui se cassent bien la tête. On parle des profits du CAC 40. Où est-ce qu'ils vont en grande partie? Ils sont aspirés par les fonds de pension américains. C'est vrai aussi. Il faut le dire. On parle de dizaines de milliards d'euros. On va écouter Agnès Buzyn chez Christophe Jacubizine. Elle nous dit quelque chose d'intéressant. Vous restez encore sur l'âge de départ à la retraite, qui est un droit activable à 62 ans, et le fait qu'on peut considérer que certains pourraient travailler plus longtemps. Et je pense que quand on est cadre supérieur ou quand on est médecin, par exemple, beaucoup de médecins aujourd'hui travaillent à 67, 68, 69 ans, et ça ne choque personne. Alors arrêtons d'en faire un sujet d'hystérisation de la société française, posons les problèmes tels qu'ils sont. Nous allons vivre de plus en plus vieux, nous allons avoir des besoins pour la dépendance. Comment nous réglons ça? C'est un problème que les Français doivent régler pour eux. Alors j'ai l'impression que Benjamin Amor se frotte les mains, il va se payer, si j'ose dire, Agnès Buzyn, en tout bien, tout honneur. Oui, en tout bien, tout honneur. Oui, tout à fait. Alors écoutez, moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais alors si, à l'issue du grand débat, l'idée qui va arriver progressivement, c'est celle d'un report de l'âge légal, si ça c'est la dernière idée à la mode de la Macronie... Alors, non mais attendez, vous avez entendu ce que vient de dire Mme Buzyn quand même, 68, 61, il y a une petite musique de fond largement reprise par M. Darmanin. Si c'est le cas, écoutez, je les remercie par avance de nous servir une telle entrecôte frite pour prouver définitivement que ce gouvernement n'a rien d'autre à proposer aux travailleurs, aux salariés, aux retraités que du sang et des larmes. Mais pour revenir sur votre idée, cette idée des fonds de pension, encore heureux qu'on a dit non, parce que vous avez effectivement évoqué, en dressant quand même un portrait très positif, moi je rappellerai un exemple plus connu, celui d'Enron en 2006, où des millions d'Américains se sont retrouvés le bec dans l'eau parce que ça c'est bien évidemment tout leur budget retraite a fondu suite au scandale d'Enron. Maintenant, des idées appartiennent aux Américains. Excusez-moi. Un tiers des entreprises françaises. Oui, attendez, excusez-moi. Un tiers. En l'occurrence, excusez-moi, derrière nous, on a cette manière de vouloir mettre le verre dans le fruit et de vouloir, comment dire, de manière indirecte et par la bande, faire passer les fonds de pension, c'est niette. Par contre, il y a des idées. On pourrait élargir l'assiette aux revenus financiers. Ça, ce serait possible. Vous avez peut-être une vision manichéenne. Il ne s'agit pas évidemment... Monsieur Malafaille a la sienne, il n'y a pas de problème. Non, justement. Il ne s'agit pas de dire qu'on va remplacer le système de solidarité par des fonds de pension. Personne n'a cette idée complètement folle. Mais de dire qu'on n'a pas permis, par des moyens incitatifs, de développer une part d'épargne retraite qui viendrait en complément du système de solidarité. C'est mettre le verre dans le fruit. Corinne Lepage,
la conséquence, c'est l'investissement américain dans les entreprises françaises et le CAC 40 ne nous appartient plus. Corinne Lepage, on peut avoir des plans d'épargne retraite dans les entreprises quand même. Ça, c'est pas quelque chose qui est absolument insupportable. Bon, moi je comprends bien votre volonté d'avoir un système qui est égalitaire et je le comprends très bien. Bon, moi sur les fonds de pension, c'est vrai qu'on est arrivé à un système, ce que dit M. Malafaille est vrai aussi, et ce que vous dites sur Enron est vrai aussi. Bon, ce qui veut donc dire qu'il y a probablement quelque chose d'un peu différent à trouver, mais je crois qu'il va falloir... Alors moi, je ne pense pas qu'il faut toucher à l'âge légal de la retraite, hein, très franchement. Mais par contre, permettre à ceux qui veulent continuer de pouvoir le faire... moi, je vois par exemple des profs d'université qui partent aux États-Unis parce qu'on n'a plus le droit d'enseigner en France au-delà de 65 ans. C'est quand même idiot, franchement. C'est complètement idiot. Un prix Nobel de non, mais c'est stupide. Je suis complètement d'accord parce que vous parliez de la transmission et en effet que les seniors transmettent aux plus jeunes et que ça se passe, ça c'est important. Mais moi, je reviendrai quand même sur une chose où... Après, sur le mode de la société, elle change parce que là, on parle des entreprises, des salariés, mais il y a aussi tous les libéraux, et c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai l'impression qu'on oublie complètement cette partie-là, et c'est quand même aussi l'avenir. C'est une partie de l'avenir. Est-ce que je vais arriver à me faire obéir de ce plateau? On fait une petite pause de quelques minutes et on ne parlera pas des retraites à la sortie, on parlera du chômage. Vous l'avez. Et nous voilà de retour après cette petite pause café. Deuxième sujet du jour. Emmanuel Macron est-il en train de gagner la bataille du chômage? En tout cas, c'est ce que disent certaines prévisions gouvernementales. On regarde les chiffres. Alors voilà, le chômage donc est à 8,8, il est descendu en dessous de la fameuse barre fatidique des 9% et il serait de 8,3% fin 2020. Enfin, cross the fingers, comme disent les spécialistes en anglais. Alexandre Malafaille, ce sont des chiffres crédibles Il y a une tendance baissière depuis quelques années. Si on remet ça dans le contexte, en fait, on a une espèce de climat qui est devenu plus favorable au monde économique depuis, on va dire, le tournant qu'a opéré François Hollande en 2014, avec un certain nombre de mesures qui sont venues, alors le CICE, sur lequel on peut débattre, mais en tout cas, il y a un certain nombre de mesures qui ont favorisé, d'une certaine manière, le retour d'un climat de confiance et d'investissement qui se traduit à la fois par le fait que les entreprises se donnent davantage de moyens pour se développer, également le fait que... Apparaîtraient même des difficultés de recrutement qui semblent... Sur certains secteurs, toujours. On a toujours des filières sur lesquelles on est vraiment sinistré parce qu'on n'arrive pas à trouver les recrutements qui vont bien, même en traversant la rue. Et en parallèle de ça, vous avez l'image de la France avec Emmanuel Macron qui s'est restaurée, indéniablement, et dans la foulée de sa ligne, de son orientation qui est plutôt libérale, saluée par l'OCDE dans un récent rapport, voilà, un certain nombre d'investissements étrangers qui sont là aussi, qui interviennent en France. Un effet pré-Brexit Oui, ça je pense que pour l'instant c'est à la marge, et puis je pense que pour le coup il y a un effet boomerang à venir sur le Brexit pour tout le monde en Europe, donc on peut gagner quelques emplois transférés d'une banque à une autre et d'un siège social à un autre. Globalement c'est mauvais, c'est perdant pour tout le monde, ça j'en suis persuadé. Il vaudrait mieux que les Britanniques restent dans l'Europe autrement, et voilà, donc je comprends pas la ligne du président Macron. Émilie Zapalski, crédible, ou pour parler comme dans ma campagne, c'est après la foire qu'on comptera les bouses? Je pense qu'il y a comme disait Alexandre, il y a une tendance quand même qui se dessine, et puis on est toujours un petit peu comme ça en France. L'après-crise, il est toujours plus long pour nous que pour les autres pays européens. Donc on est en train de rattraper sûrement ça. On crée des emplois à nouveau, même dans l'industrie. C'est encore un petit peu timide, mais on voit ça. Par contre, il y a eu quand même des utilisations sous Hollande de la formation. Il y a quand même un plan de formation d'urgence, enfin de prioritaire qui a été lancé. Aujourd'hui, on est dans le plan d'investissement des compétences. C'est un moyen, pas de cacher, mais en tout cas de mettre en formation des anciens chômeurs. Donc il faut être vigilant à ça, parce qu'il faut voir si ces formations, elles leur permettront de gagner des qualifications et ensuite de gagner des emplois stables. Et puis la deuxième question, c'est quel est ce type d'emploi? Parce qu'il y a quand même de plus en plus de CDD, d'emplois précaires. Il y a les auto-entrepreneurs, c'est une bonne voie pour créer son entreprise, mais on est très mal protégé au niveau de la retraite. Il y a beaucoup d'abus, c'est très peu rémunéré. Donc est-ce qu'on considère que c'est un chômeur en moins
un mois quand il gagne à peine 1 000 euros et que c'est pas un emploi complet. Donc il y a cette vigilance Ouais, il y a quand même. toutes sortes de Il y a beaucoup d'emplois biais précaires là-dedans. un peu cachés. Donc voilà, c'est pas aussi simple que ça. Mais après, on peut s'en satisfaire. Si on va vers du mieux, c'est sûr que c'est quand même On voit quand même que les intéressant. projets, les projets de recrutement sont à la hausse. j'allais dire, en plein boom. Oui. 350 000 projets d'embauche supplémentaires dès 2019. Corinne Lepage, vous portez quelle analyse sur ces chiffres? Bon, vous savez, les chiffres, malheureusement, il faut toujours les prendre avec des pincettes. Et il y a des tas de catastrophes qui peuvent arriver. Non, c'est pas les catastrophes qui vont arriver, mais c'est simplement que les statistiques sont les statistiques. Bon, mais enfin, il y a une tendance indéniable à la baisse du chômage. Et on C'est comme peut la s'en mini-jupe, réjouir. ça révèle rien, mais ça montre le chemin pour y arriver. C'est ça. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc, il y a une tendance à la baisse. Bon, ensuite, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Ensuite, il y a plusieurs catégories dans les personnes qui ont de l'emploi, qui en ont un peu, qui en ont du mauvais, enfin, parce que c'est des petits jobs et qu'il n'y a aucune pérennité. Donc, tout ça est à prendre en considération. Puis, on est quand même très loin du plein emploi. Bon, on est encore dans du chômage de masse. Hein. Voilà, exactement. On se satisfait de baisser un peu. C'est pas content. Suffisant. 8, c'est mieux que 10, hein, soyons Ça, très c'est clairs, sûr, mais oui. c'est pas 4,5. Voilà. Alors, comme avant de faire réagir Benjamin Amar, je lui ai promis une spéciale dédicace et je suis une femme qui tient ses promesses. Un son de Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris, pour Benjamin Amar. Il faudra aussi qu'on fasse attention au sujet des impôts de production pour nos entreprises. Parce qu'en fait, dans les entreprises, même si on a baissé un certain nombre de choses et qu'on a une volonté sur l'impôt sur les sociétés d'aller plus loin, il y a des impôts de production qui grèvent la compétitivité de nos entreprises et nous pourrions envisager, je parle au conditionnel, mais on y travaille, peut-être envisager que d'ici à la fin du quinquennat, on propose une trajectoire de baisse sur certains impôts de production qui pèsent sur les entreprises, moyennant un certain nombre d'engagements. J'ajouterais juste que, compte tenu de la crise qu'on vient de vivre, je suis déjà pas mécontente que le chômage n'ait pas augmenté. Le chômage partiel a augmenté, la crise est importante, 30 à 40% des commerçants, on le sait, qui baissent, c'est quand même énorme. Je m'attendais à pire en vrai. Alors, en fait, elle est très contente parce que les gilets jaunes, ça n'a pas d'effet. Et puis, deuxièmement, je ne sais pas, vous vous souvenez le badge de 1 million de Pierre Gattaz. 1 million d'emplois créés. Et puis Michel Sapin lui avait dit c'est une promesse. Et effectivement, Pierre Gattaz avait répondu non, c'est un pins. Alors, Mais justement, baisser les impôts encore en échange d'embauche, je suis sûr que vous y croyez, Benjamin Amar. Moi, je trouve ça formidable. D'ailleurs, elle pourrait nous expliquer d'ailleurs de quel impôt elle parle. Parce que moi, les impôts de production... Je vois pas c'est quoi, je ne vois pas de quoi il s'agit. Mais alors, écoutez, c'est merveilleux. Est-ce que vous pouvez me faire un petit... Vous me l'enregistrer, vous me l'envoyez, s'il vous plaît. Non, mais vous pouvez vous repasser l'émission. Ah oui, exactement, je vais faire ça. Non, mais c'est incroyable. Écoutez, c'est formidable. Non, mais alors, en l'occurrence, il faut quand même rappeler, d'abord, je ne savais pas qu'après les nombreux départs du gouvernement, on avait recruté Nostradamus, je ne savais pas. Donc, visiblement, est-ce qu'ils peuvent nous dire en 2022, en 2025 ou en 2042 quelles seront les prévisions? Mais c'est vraiment... Enfin, c'est pas... Là, vous êtes de mauvaise foi, on parle de l'année prochaine. Non, mais écoutez, alors, dans ce cas-là, très bien. Et ben, moi, je vais rappeler un chiffre que M. Macron nous a donné il y a longtemps. C'est-à-dire qu'il avait expliqué, je crois que son objectif, c'était 7% en 2022. Son objectif à la fin du quinquennat, c'est 7%. Ben écoutez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à la fin de la foire, on comptera les bouses et on verra ce qu'il en est. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose qui va sans doute ressortir dans pas longtemps, parce que vous avez ressorti, M. Malafaille, l'histoire de traverser la rue, je vous trouve un boulot. On va avoir la vieille ritournelle, vous allez voir des emplois non pourvus. Ils vont nous la ressortir, celle-ci. Ça fait des années qu'ils nous reparlent de cela. Et alors, dans ce cas-là, les arguments sont déjà prêts. Parce que moi, j'ai été voir l'enquête scientifique très régulière de besoins en main-d'œuvre qui se fait sous le pilotage de Pôle emploi. Et je rappelle, faut quand même le signaler, sur toutes les offres non pourvues, 16% seulement n'ont pas eu de candidat. Pour 85% des offres non pourvues, il y a eu plusieurs candidats, ce qui signifie que les privés d'emploi, les chômeurs, ils cherchent du travail, et qu'il y a eu en 2017 23,8 millions de déclarations d'embauche. Ce qui signifie que les offres non pourvues, même à leur niveau maximum, ne représentent même pas 1% du total. Autrement dit, effectivement, on est à 8,6%. Aujourd'hui, ibi et nunc, comme on dit en latin, ici et maintenant, on est à 8,6%. On est très loin des 7% de M. Macron. Et pourtant, on nous avait dit au moment des ordonnances
que c'était la panacée, que en déréglementant le code du travail, vous alliez voir, les choses allaient aller beaucoup mieux. Alors maintenant, visiblement, l'idée, c'est de diminuer les impôts sur la production. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais madame le sait sans doute. Oui, ça, c'est des impôts qui sont générés au moment de la vente, de la commercialisation d'un produit et qui viennent taper les entreprises. On a Nicole Duvar qui est avec nous. Nicole, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment vous voyez cette baisse du chômage? Vous y croyez? Vous y croyez pas? Vous pensez que c'est un trompe-l'œil? De toute façon, souvent les chiffres sont des trompe-l'œil. Il suffit de voir où cette population de chômeurs passe, où effectivement les gens retrouvent du travail, où ils passent dans les minima sociaux, RSA et autres, où ils partent à la retraite. Voilà, il suffit de voir pour avoir vraiment le chiffre. Alors j'ai travaillé quelques années dans le social à faire de l'insertion, de l'accompagnement, voilà. Et puis je vais vous dire une chose, il y a un indice qui fera chuter le chômage, c'est le président qui aura compris qu'il devra développer la mobilité, c'est-à-dire les petites lignes, les trains, les transports. Parce que quand on nous dit on va radier une personne qui refuse des emplois, aujourd'hui on ne peut pas radier personne. Parce que lorsque la personne vous dit « Ah bah oui, mais moi j'ai pas de voiture, je ne peux pas y aller » ou « J'ai une vieille voiture qui ira pas jusque-là et j'ai pas de transport en commun ». Donc on est obligé d'accepter parce que c'est la réalité, ou pas, parce que les gens ne sont pas obligés de nous dire qu'ils n'ont pas de voiture ou pas, mais néanmoins, le jour où les gens ne pourront plus refuser des emplois parce qu'il y aura effectivement les moyens, matériels d'y aller, là, effectivement, on verra le véritable chiffre du chômage et on pourra effectivement, là aussi, pallier à ces refus. Merci Nicole. Nicole a évidemment pointé un autre problème, que la lutte contre le chômage passera par des moyens donnés, de la mobilité, de l'aménagement du territoire et puis de la formation professionnelle. C'est le moyen essentiel, c'est la base. Alors c'est vrai que nos politiques ont toujours besoin d'inventer des solutions très compliquées pour avoir l'air efficace et intelligent. Ils essaient de faire de leur mieux. Ils ont tout intérêt, vous savez, à avoir baissé le chômage, les politiques. Oui, mais bien sûr qu'ils ont intérêt, mais ils n'en ont peut-être pas forcément les moyens intellectuels parce qu'ils ne sont pas forcément sur le terrain. Oui, écoutez, on va espérer qu'il le soit un peu plus. Mais merci Nicole, merci de nous avoir appelé du Var. Et comme dit l'autre, on verra. Qui vivra verra, mais qui vivra a vu. C'est le troisième sujet de notre débat, la privatisation d'Aéroports de Paris, ce qu'on appelle maintenant ADP. Et finalement, les sondages sont assez parlants. Les Français, globalement, disent non. S'il y avait un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris, voteriez-vous contre la privatisation? 48%. Vous ne savez pas encore ce que vous allez faire, 32%, et pour la privatisation, 20%. On écoute tout de suite Valérie Rabault, qui est l'ancienne rapporteure du budget, qui parle en enjeu d'aménagement du territoire. Valérie Rabault, socialiste. C'est un front commun qui se réunit pour dire non à la privatisation d'ADP. Chacun garde sa couleur politique, les républicains, les socialistes, les communistes. Il y a pas d'ambiguïté là-dessus. Que vous privatisez les boutiques, moi ça me dérange pas. Par contre, quand vous êtes un acteur, que vous décidiez de quelles sont les lignes qui atterrissent à quel moment à Paris, comment on organise le territoire. Est-ce que l'État aurait à négocier? Parce que c'est l'aménagement du territoire. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, Heathrow. Il reste combien de lignes intérieures à votre avis? Combien? 10. C'est ça qu'on veut? On veut que depuis Roissy ou depuis Orly, on n'ait plus de desserte vers Toulouse, de desserte vers Bordeaux? Mais c'est ça la vraie question, c'est l'aménagement. Alors, Corinne Lepage. Moi, je suis violemment contre la privatisation. Alors voilà, c'est clair et net. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, premièrement, je pense que dans le contexte actuel, c'est tout à fait maladroit et inopportun. Deuxièmement, nous avons tous, enfin un certain nombre, en tout cas en travers de la gorge, l'affaire des autoroutes. Tout à fait.
Moi, à l'époque, j'avais énormément protesté contre cette affaire-là. Depuis, on se rend compte qu'effectivement, c'est inadmissible. On nous dit que l'État a les moyens d'imposer ceci, cela. On sait très bien que c'est un pipeau absolu, puisque l'État n'impose rien du tout et qu'on voit que les tarifs d'autoroute n'arrêtent pas de grimper, alors qu'ils sont moins partis... que quand l'État en les gérait. Hein. Oui, mais Roselyne Bachelot, sauf qu'on est parti sur une base dont la Cour des comptes avait déjà demandé qu'elle soit revue avant la privatisation, ce qui n'a pas été fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais très franchement, on paye ce qu'on ne devrait jamais payer en tant qu'usager des autoroutes. 1,6% en moyenne depuis qu'elles ont été concédées, 2% que c'était l'État. Oui, mais c'est possible, mais ça dépend de la période que vous prenez. Il y a eu la période de l'adossement. On peut rentrer dans les détails. Hein. L'amortissement des investissements, exactement. C'est un dossier que je connais un petit peu. Oui, moi aussi. On peut rentrer dans le détail du système. Vous savez comme moi qu'il y a eu l'adossement, ce qui fait qu'on a fait payer au type qui faisait la 13 les travaux de la 89. Le Conseil d'État a dit c'est totalement illégal. On a arrêté, sauf qu'on a laissé le montant des tarifs du type qui prend la 13 comme s'il continuait à financer la 89. C'est ça qui ne va pas. Bon, et on continue là-dessus. Ça, c'est pas du tout acceptable. Bon, enfin, c'est la question de la privatisation des autoroutes. La concession, elles ne sont pas privatisées sur un plan juridique. Hein. Je rectifie chaque jour. Vous avez raison. Mais on emploie des termes qui ne sont pas justes. Il faut commencer par bien nommer les choses. Alors pour ADP, dans 15 ans, elles reviendront à l'État. Privatisation. Oui, mais comme on repousse chaque fois la durée, je pense que je serais depuis longtemps plus de ce monde que ça risque d'être toujours... elles peuvent revenir à l'État, elles sont concédées. Oui, j'entends bien. Alors pour ADP, on ne sait pas bien si ça va être une concession ou une vente pure et simple. Je n'ai pas très bien compris où on en était là-dessus. Et puis, troisièmement, c'est quand même quelque chose d'éminemment stratégique, un aéroport. Et surtout les aéroports de Paris. Alors que l'État ait besoin d'argent, je veux bien le comprendre, mais que nous nous séparions comme ça progressivement de ce qui a été acquis année après année et qui a une importance stratégique, qui a un rôle régalien, parce que c'est quand même l'entrée sur le territoire. Oui, mais les fonctions régaliennes, elles restent à l'État, là, dans l'aéroport de Paris. Oui et non. Oui et non, parce que c'est quand même pourquoi non parce que c'est quand même le gestionnaire. Lesquelles des fonctions régaliennes seront concédées ? Le gestionnaire de l'aéroport va pouvoir avoir un certain nombre de droits sur le type d'avions qui vont arriver, la manière dont ils vont arriver, l'organisation... Ah oui, mais ça, c'est pas des fonctions régaliennes, ça. Ah oui, mais enfin, l'organisation de l'entrée sur le territoire, tout cela, ça sera au moins du partage. Quand vous voyez les problèmes de sécurité, je ne vais pas là encore rentrer dans les détails, mais les problèmes de sécurité qu'il peut y avoir dans des aéroports, ne serait-ce que dans le contrôle des... qui a le droit d'entrer ou le contrôle des bagages. À l'État non, qui va employer les gens, c'est pas l'État qui va les employer. Les policiers, les douaniers... Non, mais je parle pas de ça. Tout ça, il reste... Des vigiles, par exemple. Je parle des vigiles, je parle des gens qui contrôlent les bagages. Oui, c'est pas très réussi pour l'instant. Oui, c'est possible, mais voilà. Donc non, moi je pense que financièrement, ADP est une entreprise qui se porte bien. Elle travaille dans le monde entier. Elle peut emprunter, on lui prêtera ce qu'il faut pour faire des investissements. J'observe qu'Orly a été refait sans aucune privatisation, que les travaux sont faits sur Charles de Gaulle sans aucune privatisation. Donc très franchement, non. Alexandre Malafaille. Sur le principe, moi je ne suis pas hostile à la privatisation. Puis il y a le prix aussi. Mais oui, il y a le prix. Il y a les conditions dans lesquelles ça se fait, il y a le qui va mettre la main sur ces bijoux de famille, parce que c'est vraiment un bijou de famille, très rentable. Il y a comment on encadre la profitabilité du système de manière à éviter les abus qu'on a pu découvrir par ailleurs. Et ensuite, comment on contrôle dans la durée et comment, le cas échéant, on peut reprendre la main. Parce que, franchement, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Et en plus, je voudrais, en revanche, attirer l'attention de tout un chacun sur un point qui me paraît important et qui ne concerne pas que les aéroports, mais qui est, en fait, la qualité de vie quand on est dans ces lieux de voyage, que ce soit les aéroports, les gares, les métros. Je trouve que, et les gens qui nous gouvernent, et ceux même d'avant, devraient être attentifs à un point, c'est que, très franchement, on a mis en place un système de racket. Je pèse mes termes, mais je veux bien aller à la 17e chambre correctionnelle pour m'en expliquer. C'est du racket, c'est-à-dire qu'un certain nombre de services ou de produits qui sont vendus aux gens qui n'ont pas le choix que d'être là, sont vendus à des prix qui sont abusifs. Je parle du prix du café, je parle du prix de la bouteille d'eau, je parle de tout ce qui est nécessaire quand on voyage. Non, l'État... Non, mais pardonnez-moi. Non, mais à un moment donné, on parle de pouvoir d'achat.
Est-ce que vous trouvez normal que dans des lieux de passage obligatoire pour se déplacer, c'est peut-être pas tout à fait le non, mais sujet, c'est là. quand même le sujet, parce que si on doit privatiser, il faut encadrer ça, parce que demain, si on confie ça à des entreprises privées qui ont encore plus le souci de la profitabilité, déjà qu'aujourd'hui on paye une bouteille d'eau 2,50 € dans un aéroport ou un café 3 €, je trouve que c'est abusif. On devrait se soucier, c'est des vrais euros de la vraie vie des vrais gens. On devrait se soucier de ça dans les métros, c'est la même chose. L'État, quand il est à la manœuvre, Et de la même manière, dans une gare française, vous n'avez pas d'eau en distributeur automatique, on ne peut pas boire, il faut acheter de l'eau très chère. Les sanitaires sont payants, et quand ils existent, dans les métros, ils n'existent pas, et c'est dans un état lamentable. Il y a des vrais sujets sur lesquels on devrait aussi s'attarder pour dire, ok, on privatise, mais pour faire quoi? Et avec quelles obligations de résultat par rapport aux consommateurs, aux usagers? Voilà ce que je voulais dire. Je crois que le sujet, pour l'instant, n'est pas le prix de la bouteille d'eau, mais peut-être le prix auquel on va vendre la concession. Oui. On semble dire que le prix de la concession va intégrer les bénéfices à venir que l'on connaît assez bien, 185 millions, je crois, pour l'année 2019. Oh là là, je patauge, moi, aujourd'hui. Et que ce prix de la concession va intégrer les bénéfices à venir. Oui, d'autant plus que ça ne paraît pas financièrement une mauvaise affaire. C'est une mauvaise affaire, mais c'est court-termiste quand même. Et c'est exactement le même problème des autoroutes. Parce que je crois que les autoroutes, ils ont généré 27 milliards depuis 2006 quand on les a vendus de dividendes. Donc il y a quand même cette vision qu'au fur et à mesure, on peut récupérer de l'argent en termes de dividendes. Et Aéroports de Paris, c'est une entreprise, c'est un groupe en effet qui va très bien. Et le secteur oui, il vaut mieux vendre des trucs qui vont bien que des trucs qui vont mal. Non, mais c'est en croissance. Ce secteur, il est en croissance terrible. Donc ça va aller de mieux en mieux. Donc on se prive à terme d'une rente vraiment très très intéressante. Alors évidemment, l'État cherche pour l'innovation principalement, puisque c'est pour récupérer la dizaine de milliards qui est nécessaire pour le milliards. Exactement. Oui, mais pour le fonds d'innovation de rupture, c'est surtout ça qui est visé. Oui. Voilà. Mais donc moi, je ne répéterai pas ce que vous avez dit. Il y a la question du foncier aussi. C'est vrai que ça représente deux tiers. Ça reste la propriété de l'État. Oui, mais c'est une concession de 70 ans. Donc. Et puis il y a eu des exemples pas très réussis de gestion par la Cour des comptes a dans le viseur l'aéroport régional Toulouse de Blagnac, qui se passe très très mal. C'est la même chose. Oui, mais c'est quand même, on voit que la gestion. Mais je dirais juste une chose, c'est que je trouve quand même que c'est intéressant que l'opposition, tous bords confondus, là, très largement, revient sur la table. C'est que LR est contre les privatisations et que M. Boris Vallaud, qui a vendu juste pour finir, l'opposition revient grâce à cette affaire, et ils reviennent comment? Avec le référendum d'initiative partagée qui n'a jamais été utilisé maintenant et qui est quand même dans l'actualité avec les Gilets jaunes. Quoi. Je vais vous rassurer, la CGT était contre ces privatisations, elle n'a jamais fait la girouette, elle est toujours contre. En l'occurrence, excusez-moi, on ne va pas pouvoir dire. Tout à l'heure, Mme Lepage avait tout à fait raison de pointer ce qu'elle disait, notamment parce qu'au moment où l'État pratiquait ces tarifs-là, il y avait l'idée d'amortir des investissements. C'est-à-dire que les citoyens ont, par leurs impôts, payé ces investissements, et une fois que c'est rentabilisé, on a privatisé ces autoroutes. 30 milliards d'euros de dette. Excusez-moi. Aujourd'hui, c'est une. Rassurez-vous, les groupes qui gèrent les autoroutes vont très bien et c'est une manne pour eux. Et souvenez-vous, il y a 2 ans, lorsqu'il y a eu des tempêtes de neige, les gens sont restés bloqués dans des conditions lamentables. Donc là, on a affaire avec ADP. On a un précédent qui n'a pas du tout fonctionné. On en a plusieurs. Toulouse, ça a également été une catastrophe. En l'occurrence, on rappelle, mais ce que disait Mme Rabault était juste. Quand elle cite l'exemple londonien et qu'elle rappelle que maintenant vous avez les compagnies privées qui gèrent, on fait fondre comme neige au soleil les lignes intérieures, c'est de l'aménagement du territoire. Et donc, bien évidemment, si vous voulez, je pense que cette fronde qui monte et cette opinion qui monte vont faire reculer le gouvernement. C'est une très bonne chose. Maintenant, on va s'envoler. D'une autre façon, on va s'envoler avec Audrey Crespo-Mara, toujours en gilet jaune, bien entendu, et qui nous dit quoi, Audrey? Eh bien, écoutez, notre éditorialiste aujourd'hui, ce sera Gérard Miller, et notre invité Yann Brossa, tête de liste communiste aux Européennes. Notre deuxième invité, Eliette Abécassis, elle publie un nouveau livre, L'envie d'y croire. C'est un coup de gueule contre notre société d'hyperconsommation. Monia Cachemire l'interrogera. Avec Thierry Moreau, zoom sur un nouveau documentaire sur Michael Jackson, en réponse à celui qui l'accuse de pédophilie. Et puis Gérald Kierzek, le docteur nous parlera de la santé du roi Pelé qui souffre de coliques néphrétiques. J'ai vu que Neymar était allé lui rendre visite, oui, effectivement. Voilà. On ira prendre de ses nouvelles. En tout cas, très alléchant, foot, philosophie, etc. Ça va être formidable, Audrey & Co. En tout cas, nous, on se retrouve demain dès 9h. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée sur LCI.